nouvelle édition sur RTI 1. Il est 23h. 37e sommet de l'Union africaine, le vice-président de la République a échangé avec le président de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Les deux personnalités ont parlé des orientations stratégiques et des priorités de la Côte d'Ivoire en matière de développement. Le président de la BADEA a salué les excellentes performances macroéconomiques de notre pays. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et son homologue de la République islamique d'Égypte se rapprochent. Adama Bictogo effectue en ce moment même une visite d'amitié et de travail à la Chambre des représentants du Caire en Égypte. Une visite qui sera meublée d'échanges et de rencontres, notamment avec le président de la République, Abdel Fattah al-Sisi. Et puis nous irons à Bruxelles où le ministre des Eaux et Forêts participe aux discussions sur la mise en œuvre de l'APV FLECT en vue d'atteindre dans des délais raisonnables ses objectifs sociaux, environnementaux et économique. Avec ses interlocuteurs, Laurent Tchagba a sollicité le concours de l'Union européenne pour la mise en place d'un projet d'appui à la mise en œuvre de l'APV FLECT afin de faciliter la mobilisation des financements et une meilleure coordination des interventions. Bonsoir à tous, on démarre cette édition avec la réclame de Lynn Akwaba. Je vous le disais il y a quelques instants, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, réitère sa volonté de coopérer avec la Côte d'Ivoire. Son président, Sidi Ould Tah, a échangé avec le vice-président de la République, Tiemoko Méliès Koné. L'institution financière souligne que la Côte d'Ivoire est un partenaire crédible. Elle envisage de ce fait d'augmenter son volume d'activité dans notre pays. Les précisions de Mahama Traoré. Actualité oblige, la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire à la récente Coupe d'Afrique des Nations de football continue de meubler les entretiens des plus hautes personnalités. Depuis Addis Abeba où se tenait le 37e sommet de l'Union africaine, Sidi Ould Tah, président de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, est venu féliciter le vice-président de la République de Côte d'Ivoire pour ce sacre. Les deux personnalités ont également fait un tour d'horizon de la coopération entre la Côte d'Ivoire et cette institution financière. C'était aussi l'occasion de réitérer nos félicitations pour les excellentes performances macroéconomiques réalisées par la Côte d'Ivoire, performances macroéconomiques qui ont pu montrer la résilience de l'économie ivoirienne, même en période de crise internationale. La BADEA travaille aussi bien avec le secteur public qu'avec le secteur privé. Et dans cette perspective, nous allons, conformément aux orientations du gouvernement, nous allons mettre un accent particulier sur le logement, mais aussi sur la transformation du cacao et sur la chaîne de valeur du cacao d'une manière générale, en plus du développement de zones d'habitat. Soulignons-le, la BADEA a déjà décaissé 45 milliards de francs CFA destiné à soutenir le gouvernement ivoirien en vue de la construction de 7500 logements économiques et sociaux dans les villes d'Abidjan, Bouaké et Yamoussoukro. Autre titre de ce journal, je vous le disais il y a quelques instants, Adama Bictogo est en Égypte. Au Caire, le président de l'Assemblée nationale effectue une visite d'amitié et de travail. Dès son arrivée, il s'est entretenu avec des investisseurs qui lorgnent la destination Côte d'Ivoire. Le patron de l'hémicycle a aussi échangé avec le vice-président de la compagnie aérienne égyptienne, avec en toile de fond la reprise des vols entre Abidjan et le Caire. Moussa Konaté et Célestin Frodo sont nos envoyés spéciaux dans la capitale égyptienne. Visite d'amitié et de travail du président de l'Assemblée nationale en Égypte. Pour cette première journée, Adama Bictogo entame ses entretiens avec le gouverneur du Caire, la capitale égyptienne. Khaled Abdel Ahal et Adama Bictogo échangent sur divers axes de collaboration. Nous sommes heureux vraiment d'accueillir la délégation du président de l'Assemblée ici au sein du gouvernorat. Nous allons dès maintenant mettre les bases d'une coopération entre la Côte d'Ivoire et le gouvernorat. Les prochains jours, nous allons avoir beaucoup d'échanges, de visites entre les deux délégations et qu'une coopération durable sera installée entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Cette visite nous a permis de noter que le Caire comptait plusieurs bidonvilles. Nous avons vu un film qui nous a permis de dire que tout est possible.
C'est possible donc de recaser les gens, de reconstruire. Ils ont transformé ces bidonvilles en villes modernes, les quartiers en quartiers modernes. Je lui ai aussi promis que j'en parlerai avec le gouverneur du district d'Abidjan, parce que dans une concertation permanente et renforcée entre le district d'Abidjan et les communes, nous devons pouvoir donc trouver la solution au problème des bidonvilles. Renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Aussi, approfondir les relations économiques. Un vœu cher aux deux pays. Au cours de cette séance de travail avec les hommes d'affaires égyptiens, il est question de projets d'investissement en Côte d'Ivoire. Nous bénéficions de beaucoup de technologies dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de l'industrie ou du commerce ou de l'investissement. Nous voulons transférer ces expériences de technologie ou cette technologie aux Ivoiriens. Nous souhaiterions que ce genre de relations continuent entre les hommes d'affaires ivoiriens et les hommes d'affaires égyptiens afin d'approfondir les relations et la coopération entre les hommes d'affaires des deux pays. Avec le vice-président de Egypte Air, la compagnie aérienne égyptienne, il s'est agi de la reprise des vols Égypte-Côte d'Ivoire. Dans nos échanges, il nous a donc confirmé de ce que Egypte Air, dans les mois à venir, disons au plus tard au mois de juillet, il ouvrira donc la ligne Egypte Air, donc ce qui permettra d'avoir une fluidité entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Et comme vous le savez, le transport est un vecteur de rapprochement, de renforcement des relations. Adama Bictogo s'est aussi entretenu avec le patron du constructeur automobile MCV. Toutes ces rencontres avec les investisseurs égyptiens visent à créer un cadre de collaboration sur le plan économique. Également dans les titres de ce journal, plusieurs signataires de l'accord de partenariat volontaire sur la gouvernance forestière se réunissent en ce moment à Bruxelles. Et parmi eux, la Côte d'Ivoire qui a démarré ses négociations avec l'Union européenne en 2013. Selon l'APV FLECT, l'exploitation illégale de la forêt ivoirienne constitue entre 15 et 20% du bois exporté sur l'espace européen. Une perte considérable à la fois pour l'économie ivoirienne et la biosphère. Envoyés spéciaux à Bruxelles, Franck Kodio et Zakaria Traoré. Bruxelles, Belgique, dans la capitale de l'Europe, le ministre des Eaux et Forêts Laurent Gbagba et Willem van der Voorde, représentant le Conseil de l'Union européenne, signent l'accord de partenariat volontaire APV-FLECT, ce mécanisme garantissant la provenance légale du bois d'exportation et produits dérivés. Un accord obtenu après des négociations débutées en 2013. En réalité, nos démarches communes s'inscrivent dans le cadre d'initiatives européennes et internationales visant à lutter contre l'exploitation illégale des forêts qui sont indispensables au bien-être des populations des villes comme des zones rurales, à la protection de la biodiversité et à la lutte contre le changement climatique. L'Union européenne est fermement décidée à approfondir nos relations et notre coopération dans divers domaines, notamment la transition verte et la protection des forêts. La signature de cet accord de partenariat volontaire montre véritablement que l'Union européenne est aux côtés de la Côte d'Ivoire dans ses efforts pour mettre fin à la déforestation, augmenter la couverture forestière et améliorer la gouvernance de son secteur forestier. La Côte d'Ivoire, par ce partenariat, se positionne pour une gouvernance forestière hardie. Le pays est engagé dans une course contre la montre, par exemple la déforestation, qui est en recul de 26 000 hectares en 2021, d'où l'adhésion au FLECT. La signature de l'accord du partenariat volontaire FLECT ce jour nous permettra de passer à l'étape de ratification pour engager pleinement la mise en œuvre des actions identifiées en garantissant toujours l'implication de l'ensemble des parties prenantes. Ensemble, nous devons conjuguer nos efforts en vue d'atteindre dans des délais raisonnables les objectifs sociaux, environnementaux et économiques de l'accord de partenariat volontaire. Le défi cependant demeure la pré-convention. Nous réaffirmons notre engagement à accélérer les réformes prévues, notamment le renforcement du cadre de gouvernance et la mise en œuvre de nouvelles dispositions techniques et juridiques de gestion des forêts. Un accent
sera particulièrement mis sur le développement d'un système fiable de vérification de la légalité et de délivrance d'autorisation FLEC pour l'exportation du bois de la Côte d'Ivoire vers l'Union européenne. La finalité est de sceller la mobilisation des financements et optimiser la coordination des interventions. Notons par ailleurs que dès le 1er janvier 2025 s'appliqueront les réglementations européennes sur les produits issus de la déforestation. Retour en Côte d'Ivoire et nous prenons la direction de la région du Poro à Sologo dans le département de Korogo. Le ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural et de production vivrière va procéder au lancement officiel du programme de production alimentaire d'urgence. Le programme vise à réduire significativement les importations de produits alimentaires de base à travers l'augmentation de la production de riz, de maïs et de manioc. Objectif, renforcer la souveraineté alimentaire du pays. Le compte-rendu d'Ami Sissoko. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobena Kwasi Adjoumani dans le Poro. À Sologo, sous-préfecture de Tioro, dans le département de Korogo, il lance officiellement le programme de production alimentaire d'urgence de la région de Possi, et ce après les étapes de Gagnoa et Sakassou. Ce programme vise à réduire les importations des produits alimentaires de base. Merci au ministre d'État pour ce beau geste qui va permettre à nous les producteurs de nous booster pour qu'enfin cette campagne, la campagne 2024-2025, soit une bonne campagne. Ça nous soulève la base de la production et le résultat de la production, c'est les intrants. Et la semence certifiée, je dis merci au ministre. Le programme de production alimentaire d'urgence de Possi est une initiative du gouvernement. Il va durer 2 ans et ce sont des milliers de producteurs qui en bénéficieront. Nous allons mettre à la disposition des producteurs sur tout le territoire national 3600 tonnes de semences hybrides de maïs pour une mise en place sur une superficie de 110 000 hectares. 3894 tonnes de semences de riz pour couvrir plus de 88 000 hectares. Financé par la Banque africaine de développement et le gouvernement japonais à hauteur de 170 milliards de francs CFA. Il est mis en œuvre par le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. Il s'agit de rendre disponibles plus de produits alimentaires de base et de contribuer ainsi à la réduction de la cherté de la vie, une priorité nationale. Pour la région du Poro, 7560 producteurs de riz sont actuellement inscrits dans cette première phase de l'opération pour bénéficier de 4902 tonnes d'engrais urée et NPK et 424 tonnes de semences de riz. De Possi vise aussi à amortir l'impact des chocs exogènes et de renforcer la souveraineté alimentaire du pays. Au total, ce sont 800 000 producteurs qui bénéficieront de l'appui du gouvernement en semences améliorées et en engrais de qualité. Et ici à Abidjan, on parle maintenant de ce drame survenu le 1er février dernier dans la commune d'Abobo. La ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a rencontré ce lundi les populations sinistrées. Aux victimes, Miss Belmondo Dogo est allée apporter la compassion du gouvernement. Le compte-rendu de Michel Mambo. Des vivres, des non-vivres et une enveloppe de plus de 4 millions de francs CFA. L'assistance du gouvernement aux familles sinistrées suite à l'incendie survenu il y a de cela quelques semaines au quartier Belleville dans la commune d'Abobo. Disons merci et vraiment merci à la délégation qui sont venus nous dire que les premiers jours et aujourd'hui, madame aussi, notre maman. Et nous disons merci au président de la République d'avoir pensé à nous.
Accompagnée du maire de la commune d'Abobo, Kandia Kamara, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, exprime ainsi la compassion et le réconfort du gouvernement à ces familles dépossédées de tout bien par les flammes ravageuses et aux parents de l'enfant de 2 ans décédé lors du drame. 53 familles ont été affectées par cet incendie. Vous êtes venus apporter votre soutien à ces 53 familles. Mais Madame la ministre, ce que vous faites aujourd'hui soulage ces familles. Vous rendez ce slogan concret, la Côte d'Ivoire solidaire. De janvier à ce jour, nous avons eu des incendies à Lingerville, à Yopougon, à Cocody et à Bobo. Et ça part toujours du gaz. Donc nous reviendrons pour la campagne de sensibilisation auprès de nos parents sur comment utiliser le gaz pour que nous n'ayons plus à vivre ce type de sinistre. Nous allons poser nos valises pour une journée ou deux que le ministère va déployer toutes ces activités. Nous allons parler aussi de la cohésion. Survenu dans la nuit du 31 janvier au 1er février dernier, le sinistre avait causé un décès et ravagé plusieurs habitations, laissant une 50aine de familles sans abri. Autre chose à présent, plusieurs localités de Côte d'Ivoire traversent en ce moment une période caniculaire. Selon les prévisions météo, il faudra se préparer à des journées et à des nuits encore plus chaudes dans les jours à venir. D'un autre côté, il est bon de savoir que ces vagues de chaleur ont des effets négatifs sur la santé humaine, avec en prime un stress psychologique. Afin de faire face à ces conditions climatiques très chaudes, des spécialistes de la santé publique proposent quelques conseils pratiques. Un reportage de Boubacar Silla dans un commentaire de Kader Sogodogo. Cette annonce météo prévoit des températures élevées durant ce mois de février partout en Côte d'Ivoire. Selon les prévisions météorologiques, les mois de mars, avril et mai seront des périodes de canicule partout dans le pays. Les températures d'ailleurs atteignent parfois 40 degrés dans certaines localités. Bouaké n'échappe pas à ce phénomène. Il fait très chaud, même à l'ombre même. La nuit comme dans la journée. Tu as un ventilateur là même là, le vent des ventilateurs là même là, c'est chaud. Mes enfants là, ils dorment au salon. Moi-même, je viens jusqu'à la terrasse avec mon mari. On reste là jusqu'au petit matin, puis on rentre parce qu'on ne peut pas dormir dans la maison. Le directeur de la météorologie, Daouda Konaté, donne l'origine de cette vague de chaleur. Le phénomène El Niño, une variation climatique qui se produit surtout au niveau de la mer, où la surface des océans se réchauffe et la température atmosphérique augmente. Également, on constate des déficits pluviométriques sur la majeure partie du pays, ce qui avait été effectivement annoncé. Et il faut savoir que le mois de janvier, février, on constate effectivement des vagues de chaleur, mais de manière climatologique, le mois de mars est le mois le plus chaud. À l'Institut national d'hygiène publique, le professeur Kwasi Damus Paquin, expert de la santé publique, donne également quelques conseils pour éviter les coups de soleil et les problèmes de santé. Il faut se mettre à l'ombre, il faut boire beaucoup d'eau, il faut porter des vêtements légers et amples, il faut dormir sous des draps qui sont fins, il faut s'aérer, il faut prendre des douches ou des bains frais avant de regagner son lit. Et puis, il faut éviter surtout les boissons sucrées, les boissons alcoolisées, la caféine. Tout cela pourrait augmenter la production de chaleur. Il est important de signaler qu'il faut éviter de l'eau trop glacée. Il faut dire que la température corporelle est à 37 degrés. Et donc, il est bon de boire de l'eau simplement fraîche, pas de l'eau glacée. Occasion pour les personnes du troisième âge de sensibiliser sur l'importance de planter des arbres aux abords des routes. Tu prends une route pour aller en ville, c'est la chaleur, c'est le soleil, on ne peut pas vivre. Or, avant même ces arbres-là, tu arrives, tu es fatigué, tu t'assois là un peu, tu te reposes et puis tu continues. Je demande aux autorités de faire tout pour planter encore les arbres. Cette période de chaleur est aussi une opportunité de faire de bonnes affaires pour les vendeurs et certains réparateurs de ventilateurs. Par jour, on peut réparer au moins 5, 6, 7. S'il y a à faire des rebobinages,
le moteur complet, on fait ça à 4 000. Pour cette période de forte chaleur, les médecins conseillent également de consommer beaucoup de fruits et légumes frais, boire 1,5 ou 2 litres d'eau par jour et surveiller sa tension artérielle. Et puisqu'on parle de réchauffement climatique, la disparition progressive du village historique de la Oupanda donne des idées aux autorités de la localité. Elles ont décidé depuis peu de prendre le chemin de la transition écologique, un engagement qui se traduit par la signature d'une convention avec des pétroliers, en l'occurrence la construction de bornes de rechargement électrique. Les explications de l'ancien Bakayoko. Le projet de construction à Grand Laou d'une unité dotée de bornes de rechargement électrique entre dans sa phase de réalisation avec cette signature de convention initiée par les autorités municipales. Ce projet novateur matérialise la transition énergétique et devrait contribuer à la lutte contre le changement climatique et les gaz à effet de serre à travers le choix de nouvelles sources d'énergie. Par ce projet, nous allons réaliser les consommations traditionnelles d'énergie, super, gasoil et même le gaz domestique. Mais en plus de ça, on aura plusieurs bornes électriques pour des chargements de véhicules électriques ou de véhicules hybrides. Nous voulons être une ville écologique, sinon la ville la plus écologique de Côte d'Ivoire. Au-delà de la préservation du climat, c'est un projet qui donnera plus de visibilité à Grand Laou, la cité des trois eaux. En plus des services classiques, l'unité offrira plusieurs espaces, dont un de loisirs et un autre destiné à la promotion de la destination Grand Laou. On aura un espace de 10 mètres carrés, un espace publicitaire pour informer les passants ou les utilisateurs de cet espace-là du potentiel tant touristique, culturel, social, économique de Grand Laou. Donc pour nous, c'est aussi une vitrine. La commune touristique de Grand Laou, qui se situe entre les deux pôles portuaires, en l'occurrence San Pedro et Abidjan, espère profiter de sa position géographique stratégique en attirant des investissements massifs nécessaires à son essor. Et on se replonge un peu dans l'ambiance de la CAN 2023. La CAN 2023 et son flux de visiteurs aura généré un lot considérable de déchets, des déchets solides collectés par l'ANAGED. On parle de plusieurs centaines de tonnes ramassées. On fait le point avec Grace Kondo. Pour une gestion optimale des déchets durant la CAN, l'ANAGED, l'Agence nationale de gestion des déchets, a mis en place des stratégies en partenariat avec le COCAN pour assurer la propreté des stades de compétition et des zones d'accueil. Plus de 900 volontaires ont été recrutés dans un contexte où environ 2 millions de visiteurs ont été enregistrés pendant la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le stade est grand. Il y a un groupe pour les toilettes, il y a un groupe pour le VIP et le VVIP, il y a un autre groupe pour les gradins, il y a un autre groupe aussi pour les gradins du VIP. Et il y a un autre groupe aussi qui circule dans la cour pour voir si les spectateurs n'ont pas laissé les déchets. Et aussi, il y a des femmes aussi qui vendent la nourriture aussi. On doit leur montrer les aliments qu'on doit mettre dans le sachet, les recyclages, on doit leur montrer les différentes couleurs de sachets, comment ils doivent l'utiliser. Pour ce qui concerne la canne zéro déchet, à San Pedro a été une réalité. Ici, les sachets bleus et jaunes sont les déchets recyclables. Ce sont les cartons, les sachets et les gobelets ou encore les bidons d'eau et puis de boissons. Ce sont ces déchets qui sont réutilisables. Maintenant, les sacs noirs, c'est pour les déchets qui sont organiques, les déchets qui ne sont pas récupérables. C'est les restes d'aliments et les déchets verts et des take-away. Un travail apprécié par les visiteurs. Il y a un travail qui a été fait au niveau de l'entretien, au niveau du recyclage. Il n'y a même pas des ordures dans la rue, dans le stade, tout est propre, même à l'intérieur, tout est propre. Sur la période de la compétition, il a été collecté dans les infrastructures sportives et non sportives de la CAN près de 400 tonnes de déchets, dont 60% d'organique et 40% de recyclage. On a eu comme objet de recyclage des capsules de bouteilles qui ont été utilisées pour fabriquer des goodies à l'effigie de la mascotte de la CAN.
Nous avons eu, avec les papiers, des rouleaux de papier hygiénique, on a eu des centaines, voire des milliers de boîtes de Kleenex. On a eu également d'autres articles. Et pour le reste du plastique, nous sommes en train de fabriquer des tables-bancs. On va également fabriquer des alvéoles dans lesquels on peut déposer les œufs et le reste pour en faire des pavés. En termes de perspectives, la Najed compte à maintenir le niveau de salubrité atteint durant la CAN. Au-delà du district d'Abidjan, nous avions plusieurs villes qui étaient concernées, donc les villes hautes de la CAN. Mais en dehors même des villes hautes de la CAN, vous avez des villes qui sont touristiques, qui ont fait l'objet également d'une attention particulière de la part des services de la Najed. La CAN a été un vecteur puissant de sensibilisation aux éco-gestes. C'est pourquoi nous allons continuer dans cette dynamique et nous entendons donc maintenir une partie du dispositif que nous avions mis en place pendant la CAN, notamment l'utilisation des jeunes volontaires au niveau des mairies pour maximiser tout ce qui nous a permis d'obtenir ce niveau de salubrité satisfaisant. Pour les 5 prochaines années, l'Agence nationale de gestion des déchets compte étendre le projet de tri et de valorisation des déchets dans les communes et partant sur l'ensemble du territoire. Plusieurs artistes de Côte d'Ivoire rendent hommage au premier capitaine des éléphants. C'est dans la commune de Trècheville qu'ils se sont retrouvés pour dire merci au président Alassane Ouattara. Des remerciements en son et en lumière pour son implication dans la réussite de la CAN 2023 et le sacre des éléphants. Une initiative des artistes Yodé et Siro. Sèche pas comme Didi, Abou Sanogo. Le boulevard Valéry Giscard d'Estaing transformé en lieu de spectacle. Et du beau monde sur le site pour célébrer et magnifier le président de la République Alassane Ouattara pour l'organisation réussie de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Des notes de l'hymne officiel de la CAN interprétées par le groupe Magic System, repris en chœur par les spectateurs venus de toutes les communes du district d'Abidjan. Ce concert pour dire merci au président de la République, à travers lui dire merci à tout le peuple. Nous avons reçu une belle CAN où les Ivoiriens ont été sympas, ils étaient dans l'unité, dans la paix. Quand quelqu'un travaille, il faut qu'on ait la culture du remerciement, la culture de la reconnaissance, la culture de l'excellence. Des artistes de toutes tendances ont donné de la voix pour dire bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire pour leur sacre et témoigner leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara. En 92, tu étais Premier ministre. La Côte d'Ivoire a eu son premier trophée. 2015, pendant ton deuxième mandat là, et nous les éléphants, on a eu notre deuxième trophée au Brésil. Cette année, tu nous donnes le 3e. C'est une bonne initiative. Le président le mérite. Le président a trop bara. Le président a bara. Et il mérite ça. Il mérite plus que ça même encore. C'est une très bonne initiative que de lui faire cet hommage-là, parce qu'il le mérite. Ils se sont tous succédés sur scène pour des prestations enlevées et ont réussi à égayer le nombre public. Un public reconnaissant également au chef de l'État Alassane Ouattara. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique Mamadou Touré et la ministre de la Culture et de la Francophonie Françoise Rimac ont salué l'initiative des organisateurs. Mais une très belle cérémonie et bravo aux organisateurs dans la dynamique donc, de cette victoire donc, de la CAN, offrir un tel spectacle avec des artistes qui de façon bénévole et gratuite ont décidé de prester pour les jeunes, mais surtout pour rendre hommage au chef de l'État, pour tout ce qu'il a pu apporter donc, à notre pays, pour ce qu'il a pu apporter à la jeunesse ivoirienne. On ne pouvait que s'associer à un tel événement. On est évidemment extrêmement émus et heureux que cet hommage soit rendu au président de la République, car c'est lui qui avait prophétisé en disant qu'il voudrait que cette Coupe d'Afrique des Nations soit la meilleure jamais organisée. Ça a été une réalité. Il avait prophétisé en disant jamais 203. Ça a été réalisé
parcours de nos éléphants. Plusieurs artistes ont communié avec leurs fans pour dire merci au président de la République, Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire et le Maroc, deux pays, mais surtout deux symboles de fraternité renforcés par la CAN 2023, un symbole qui se matérialise surtout à travers deux périodes, notamment la qualification in extremis des éléphants par le Maroc en 8e de finale et le sacre final des éléphants le 11 février dernier. Deux temps forts sur lesquels les Marocains qui vivent en Côte d'Ivoire se prononcent. Un reportage de Serge Pacom Didi, commenté par Jean-Marc Djadji. Le drapeau marocain flotte au stade Alassane Ouattara d'Ebimpé. Plus qu'une image, ce geste témoigne de la reconnaissance du peuple ivoirien au Maroc pour la qualification en 8e de finale de la dernière CAN. Une qualification apparue comme un ouf de soulagement pour les éléphants de Côte d'Ivoire et même pour le peuple ivoirien. Oh, le bon ballon, la remise instantanée d'Achraf Hakimi, c'était difficile. Une célébration en 8e de finale également célébrée au Maroc. Abdelmalek Kettani, ambassadeur du Maroc au Côte d'Ivoire, revient sur ces moments forts. J'ai été très ému de voir le drapeau marocain sur les grands écrans et surtout les joueurs ivoiriens avec le drapeau marocain. Et ça montre les valeurs intrinsèques et les valeurs profondes du peuple ivoirien, l'amitié, la reconnaissance, la fraternité entre nous. Et ça sera marqué dans l'histoire à jamais. Maroc-Côte d'Ivoire, une fraternité qui date de plusieurs décennies, mais encore plus renforcée lors de cette CAN 2023. Hadj Lazrak Larbi, marocain d'origine vivant en Côte d'Ivoire depuis 1956, est un bel exemple d'intégration. Le Maroc, la Côte d'Ivoire, c'est des frères, c'est irrévocable, c'est indiscutable. Mais avec cette Coupe d'Afrique, ça a encore plus renforcé les liens fraternels. Le Maroc était qualifié, mais ne peut pas voir son frère en train de se noyer et puis l'abandonner. Ils se sont donné à fond. Je dis merci aux Marocains en tant que Marocains ivoiriens. Hadj Lazrak Larbi, père de 5 enfants, tous nés en Côte d'Ivoire, dont le tout dernier, l'artiste humoriste Wallace, cet Ivoirien de cœur. Aujourd'hui, moi, mon pays, le Maroc, qui qualifie mon pays, la Côte d'Ivoire, double fierté. J'ai pendant plusieurs années combattu pour pouvoir montrer aux Marocains à quel point les Ivoiriens sont des personnes extraordinaires et inversement. Aujourd'hui, la CAN est venue juste prouver tout ce que je me suis cassé la tête à dire à tout le monde depuis tant d'années. Ces deux peuples qui sont presque identiques, qui se ressemblent énormément. L'Ivoirien Brahima Diaby, membre de l'Union africaine des transporteurs et de la logistique, dont le siège se trouve à Casablanca au Maroc, témoigne lui aussi de l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. En tant que transporteurs, nous les connaissons, parce que nous avons l'habitude de les côtoyer aussi bien à Abidjan ici qu'à Casablanca, qu'à Rabat. Le président de notre organisation continentale est marocain, et chaque fois que nous sommes invités là-bas, nous sommes témoins donc de ce qu'on appelle l'accueil avec le sourire, cette fraternité qu'ils ont avec les Ivoiriens, cet amour qu'ils ont pour notre pays. Pour beaucoup d'observateurs, la CAN 2023 est perçue comme la meilleure CAN jamais organisée, ce que confirme l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire. J'aimerais saisir cette occasion pour féliciter son Excellence le Président Alassane Ouattara, Madame la Première Dame, tout le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, ainsi que toutes les personnes qui ont travaillé d'arrache-pied pour faire de cette Coupe d'Afrique des Nations la plus belle des Coupes d'Afrique. Nous avons vécu des moments d'anthologie inoubliables et qui resteront dans notre cœur jamais. À l'instar du sport, la culture est aussi un facteur de rapprochement entre les deux peuples. Ce concert de la chanteuse marocaine Sophia, accompagnée de musiciens ivoiriens à l'Institut français, est un exemple palpable. Un mot de politique avant de refermer ce journal. Élu le 9 décembre dernier, le président des jeunes du RHDP a présenté ce lundi son nouveau bureau. Un bureau qui fait, selon son président, la part belle à l'inclusion et à la typicité. C'était au cours d'une conférence de presse au siège du parti à la rue Le Pic. Sidonie Davila. C'est ce lundi après-midi que le bureau de la jeunesse nationale du RHDP a été rendu public.
Composé de 45 membres, ce bureau se veut représentatif de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Il était important pour nous de tenir compte de toutes les sensibilités au niveau de toutes les régions. Nous avons pu représenter 24% de femmes dans notre bureau, ce qui est quand même largement au-dessus de ce que nous avons vu ailleurs. Nous pensons avoir respecté la logique de la géopolitique parce que nous serons en mission dans tout le pays afin de garantir la victoire. C'est avec cette nouvelle équipe que Kone Mamadou entend relever les défis auxquels les jeunes du RHDP feront face. Du 23 au 25, nous serons en séminaire en vue de réfléchir déjà à la feuille de route de tous nos délégués départementaux jeunes, en vue d'adopter les règlements intérieurs de la jeunesse du parti et en vue de définir aussi la matrice d'action. Alors nous allons sillonner le pays en vue de mobiliser les jeunes, de les mettre en ordre de bataille pour les élections à venir. Le secrétariat exécutif du RHDP exprime un soutien ferme et encourage les jeunes à œuvrer activement pour le rayonnement du parti. Le combat politique est rude, est long et nous comptons sur vous, nous comptons sur la jeunesse, nous comptons sur votre mobilisation, nous comptons sur votre esprit d'organisation et d'animation. On a besoin de vous pour défendre le parti, pour défendre le président de la République, pour défendre le RHDP, pour défendre le gouvernement. On a besoin vraiment de votre activisme, de votre présence sur le terrain. Le président de la jeunesse du RHDP, Kone Mamadou, élu le 9 décembre dernier, et son équipe entament leur mandat, tout en étant conscients du poids et du rôle des jeunes, mais et surtout de la confiance que le parti accorde à sa jeunesse pour l'atteinte de ses objectifs. Et puis dans le reste de l'actualité, un sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se tiendra samedi prochain 24 février à Abuja au Nigeria. La rencontre permettra d'examiner la situation politique et sécuritaire de la sous-région après le retrait de la CEDEAO, du Mali, du Burkina Faso et du Niger qui ont créé l'AES en septembre dernier. Les chefs d'État des pays membres de la CEDEAO prendront connaissance d'un document officiel sur les avantages et les inconvénients du départ de ces trois pays. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur RTI 1 malgré l'heure tardive. Merci de rester avec nous. Et justement, ce coup de marteau, il est pour vous. Bonsoir.